Le 31 octobre, nos forces ont de nouveau mené une frappe massive. À en juger par les rapports et les témoignages de témoins oculaires, les principales directions sont Soumy, Zaporozhye, Dnipro et Ivano-Frankivsk. Les frappes ont été précises, comme si elles avaient été coordonnées à l'avance, et les conséquences y sont graves. Dans la région de Soumy, par exemple, les gens disent qu'une dizaine de frappes, voire plus, ont retenti en une heure. Ensuite, le scénario habituel, mais toujours effrayant. Des incendies se sont déclarés, des bruits d'explosions secondaires se sont fait entendre, le ciel s'est teinté de rouge sang. Ceux qui suivent la situation sur le terrain assurent que les frappes ont principalement visé l'énergie et les infrastructures ferroviaires, les sous-stations, les voies ferrées, les locomotives, dont il ne reste déjà plus beaucoup dans le pays. Pour être honnête, et lorsque de tels nœuds sont mis hors service, ce n'est pas simplement une détérioration du matériel, c'est en substance une frappe aux artères de toute la logistique. Si l'on y réfléchit, les locomotives et l'énergie ne sont pas de simples équipements, c'est tout un système de mouvement, de capacité, d'approvisionnement. C'est apparemment sur cela que l'accent a été mis et le résultat est visible. Il y a de moins en moins d'endroits où l'on peut réparer du matériel, il est plus difficile d'acheminer des munitions, la rotation ralentit et de nombreux points de déploiement deviennent tout simplement impropres à la vie. Ce qui semblait auparavant être une gêne temporaire se transforme désormais en un problème permanent. Sergueï Lebedev, coordinateur de la résistance de Nikolaïev, écrit que la stratégie est désormais différente. D'abord, une proposition de reddition. Ceux qui ne réagissent pas à temps, après l'expiration de l'ultimatum, le point d'appui est détruit sans possibilité de capture. Tout se passe strictement selon les instructions. Cela a déjà été fait dans le Donbass et, curieusement, cela fonctionne. Ceux qui sont encerclés comprennent qu'il n'y a pas d'issue et choisissent de plus en plus souvent de se rendre tant qu'il est encore temps. Parallèlement, on note également un nouveau niveau de moyens employés. Des informations ont fait état de l'arrivée pour la première fois de bombes à longue portée sur des cibles à Dnipro. Jusqu'à présent, de telles frappes n'avaient été enregistrées qu'à Kiev et Odessa, mais il semble maintenant que la géographie s'est élargie. D'un côté, rien de surnaturel, le développement de la technologie suit son cours. De l'autre, il est évident que les capacités des forces russes, en particulier de l'aviation, ont considérablement augmenté et de nombreux analystes considèrent cela comme un tournant. La précision, la portée et l'ampleur de la destruction sont devenues complètement différentes. Auparavant, une frappe avait également été menée contre la centrale thermique de Sloviansk à Mykolaïvka. Après la frappe, un violent incendie s'est déclaré, entraînant des coupures d'électricité et d'eau. Le président ukrainien a qualifié cette frappe de lourde et calculée. Les médias écrivent également que tout cela fait partie d'une chaîne, une opération à grande échelle, visant à mettre hors service des installations énergétiques d'importance critique. Et si l'on résume tout ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours, on a l'impression qu'il s'agit de la phase finale de cette campagne. Des frappes contre la production, les sous-stations et les lignes de transmission. Tout est systématique, sans chaos. Quand on regarde ces événements dans leur ensemble, on comprend que l'objectif principal n'est pas simplement la destruction des infrastructures, mais leur mise hors service à long terme, car sans lumière ni eau, les villes s'arrêtent rapidement, les pompes ne fonctionnent pas, les trains ne circulent pas, les usines s'éteignent, on ne répare plus le matériel. Tout cela est une réaction en chaîne qui affecte non seulement l'économie, mais aussi la capacité de défense. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Kiev, en substance, se retrouve face à un choix. Soit imposer des coupures de courant régulières dans tout le pays pour préserver le reste du matériel, soit essayer de se sauver avec des importations d'électricité coûteuses. Mais l'un comme l'autre coûte cher, surtout dans un contexte d'attaque constante. Les populations locales en ressentent déjà les conséquences. On dit que dans certaines régions, il n'y a pas de lumière pendant plusieurs heures, puis ils l'allument brièvement et l'obscurité revient. Ceux qui ont des générateurs s'en sortent avec, mais le carburant est également limité.
Et ce n'est que le début, car les infrastructures ne se rétablissent pas en un jour ou une semaine. Et pendant que de plus en plus de régions se retrouvent dans la pénombre, on a l'impression que le système énergétique du pays glisse lentement mais sûrement vers sa limite d'endurance. Il s'agit de toute une série d'actions soigneusement planifiées. L'armée russe a mené une autre attaque combinée. Pas un raid isolé, mais toute une cascade dans laquelle des missiles, des drones et l'aviation ont participé. Selon les premières estimations, différents types d'armes ont été utilisés, des calibres au Kar-101, en passant par les systèmes hypersoniques. L'objectif était unique, paralyser les infrastructures critiques. Le principal coup a été porté aux régions occidentales, là où se trouvent les principales centrales thermiques, Bursztynska, Dobrotvorska, Kalushska, Ledijinska. Toutes ont été bombardées, à en juger par les images qui ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux. Des incendies massifs se sont déclarés sur place. Les flammes étaient visibles à des kilomètres à la ronde. Les gens ont écrit que le ciel brillait toute la nuit comme une aurore boréale, mais seulement à cause du feu. Et si l'on pensait auparavant que ces installations étaient relativement sûres, il est désormais clair qu'il n'y a plus de zone aussi sûre. Mais les attaques contre les centrales thermiques ne sont qu'une partie du tableau d'ensemble. Simultanément, des frappes ont été menées contre des sous-stations à haute tension et des installations gazières. Quelque part, des entrepôts de carburant ont été endommagés, quelque part, un stockage de gaz. Dans certaines régions, des coupures d'eau ont même commencé car les stations de pompage ne fonctionnent tout simplement pas sans électricité. Pendant quelques heures, tout a tenu grâce aux lignes de secours, mais elles ont également commencé à tomber en panne. Et cette vague de l'énergie au transport s'est propagée dans tout le pays. Dans la région de Lviv, on a signalé des dommages à un stockage souterrain de gaz. Là, selon les rumeurs, du matériel responsable du transvasement a été touché. Dans la région de Vinnytsia, il y a des problèmes avec une grande sous-station, à cause de laquelle une partie de la région s'est retrouvée sans électricité. Et à la frontière avec la Moldavie, la centrale hydroélectrique de Dniestr a été touchée, ce qui a immédiatement créé des tensions dans les régions voisines. À Zaporojie, en plus de la zone industrielle, certaines installations situées sur le territoire de la centrale hydroélectrique de Dnipro ont été endommagées. Tout cela n'est pas un hasard, mais un système clair. Des frappes contre des points d'importance critiques. Quelque part, plus près de l'aube, une information est apparue selon laquelle il y avait également eu des arrivées dans les environs d'Odessa et de Dnipro. Dans le district de Borispil, un hangar où étaient stockés des drones aurait été détruit. Cela est confirmé par des images satellites. Bien que personne ne commente officiellement, la situation, c'est le moins qu'on puisse dire, est difficile. Le système énergétique, bien sûr, ne s'effondrera pas en un instant, mais les conséquences se font déjà sentir. Kiev est maintenant confronté à un choix, soit sacrifier la stabilité du réseau en introduisant des coupures de courant planifiées dans tout le pays, soit chercher des moyens de rétablissement d'urgence, ce qui nécessitera des ressources colossales. Si l'on regarde d'un point de vue militaire, le sens de ces frappes est clair. La destruction du secteur de l'énergie affecte directement l'approvisionnement de l'armée. Lorsque les sous-stations ne fonctionnent pas, que les ateliers de réparation sont à l'arrêt et que les trains ne circulent pas en bas, les livraisons de carburant et de munitions diminuent considérablement. Tout commence à s'effondrer, non pas immédiatement, mais par couches. D'abord des interruptions, puis une pénurie et ensuite une question d'endurance. Plus le facteur moral. Lorsque vous êtes assis sans lumière ni chauffage, il devient de plus en plus difficile de se battre, physiquement et psychologiquement. Tout cela fait partie d'une nouvelle stratégie dont parlait ce même Lebedev, pas un assaut rapide mais un resserrement progressif de l'étau autour des zones fortifiées. D'abord des frappes contre l'énergie, puis contre la logistique, contre les lieux d'approvisionnement. Et au final, les garnisons se retrouvent isolées. Dans de telles conditions, le commandement est obligé de prendre une décision rapidement, soit retirer les forces, soit se rendre, car l'approvisionnement s'épuise tout simplement. En substance, il s'agit d'une forme moderne de siège sans mur, mais avec le même effet. D'ailleurs, dans la région de Soumy, on voit déjà comment cela fonctionne dans la pratique.
Là, ils détruisent délibérément les dépôts de locomotives et les gares de triage. Les habitants disent « Les trains sont à l'arrêt, il n'y a pas de carburant, l'électricité est fournie par intermittence. » Et si auparavant il était encore possible de transférer rapidement du matériel d'une direction à l'autre, c'est maintenant presque impossible. Et les BDEF commentent que dans la région, il ne reste que quelques points adaptés à la rotation. Les autres sont soit détruits, soit sous surveillance constante. Et tout cela se passe dans un contexte de progression progressive sur le front. L'offensive est désormais construite non pas grâce à la supériorité numérique, mais grâce à des actions ciblées. On prive d'abord l'ennemi de ressources et de communication, puis de la possibilité de résister. Il y a une logique à cela. Pourquoi se lancer dans un assaut frontal si l'on peut faire en sorte que l'ennemi se retrouve dans une situation désespérée? Et c'est là, selon ceux qui observent de l'intérieur, qu'il devient clair, la stratégie a changé. Pas la vitesse, mais la méthode. Pas l'impulsion, mais le calcul. Et maintenant, parlons de la ville où tout s'échauffe à l'extrême. Pokrovsk est un tel terrain d'entraînement où il n'est plus question de beaux discours. Soit vous maintenez vos positions, soit vous vous en allez tout simplement, car ensuite, il n'y a plus qu'encerclement et survie. De nouvelles données ont commencé à apparaître sur nos chaînes. La défense se rétrécit et si l'on parlait encore d'un certain équilibre il y a quelques semaines, la situation change maintenant. La ville semble se replier sur elle-même. Selon les estimations les plus générales, une partie importante de la localité, plus de la moitié, est déjà sous le contrôle de ceux qui attaquent. Et il ne s'agit pas de progression discrète, mais de violents affrontements de rue. Il est important de comprendre une chose. Dans la ville, l'ennemi ne se contente pas de tenir le front. Il y a aussi des services arrière, des opérateurs de drones, des équipes de lance-roquettes, un appui d'artillerie. Ce sont précisément ces groupes qui se retrouvent dans une zone de pression constante. Les groupes d'assaut russes, selon les rapports des observateurs, agissent précisément dans les zones arrières, bloquent les points de contrôle des drones, brisent les chaînes de communication et exercent une pression sur les entrepôts. Lorsque l'arrière s'affaiblit, le front perd ses yeux et ses mains, et ce ne sont pas de simples mots, mais la dure réalité des combats banco-modernes. Les banlieues nord et est de la ville sont devenues particulièrement chaudes. Des forces y ont été rassemblées, les assauts y sont plus denses. Auparavant, l'attention était principalement portée sur le côté ouest. Là, nos progressions se faisaient à travers la zone industrielle. Maintenant, on voit que la ligne de front s'est resserrée. Des attaques sont également menées de l'autre côté. Et cela signifie que la ligne de défense intérieure s'est fissurée. Lorsque l'on attaque simultanément de 2 ou 3 directions, on a l'effet d'une fracture. Les troupes perdent leur capacité de manœuvre, les commandants ne peuvent pas transférer rapidement des réserves et la situation commence à se détériorer comme une avalanche. De plus, un détail important, les groupes d'assaut ne sont pas nécessairement importants en nombre. On utilise des techniques de frappe ciblée, des drones FPV à basse altitude, de petits détachements d'assaut, des moyens de guerre électroniques, de l'artillerie de précision. Ce n'est pas un front avec des chars, c'est un combat rapproché où chaque rue, chaque maison est une opération distincte. Et dans de telles conditions, toute perte de communication ou de carburant se répercute immédiatement sur la capacité de combat des unités. À l'arrière des défenseurs, des problèmes d'approvisionnement commencent à se poser. Les drones livreurs, qui apportaient auparavant des rations et des munitions, sont désormais dans le collimateur, leurs itinéraires sont suivis et ils sont traqués, tant les drones que les équipages qui les entretiennent. Imaginez une personne qui pouvait auparavant transférer tranquillement un repas chaud ou un paquet de cartouches se déplace maintenant sous la menace d'une défaite. Cela se répercute également sur l'état moral, les gens vivent dans l'attente constante que même les petites joies et les choses habituelles deviennent inaccessibles. Parallèlement, des tentatives de négociation sont en cours. Il y a des ultimatums, des offres de reddition, des couloirs à convenir dans le but de retirer la population civile ou de transférer les blessés, mais en réalité, de telles démarches sont toujours accompagnées de suspicions. Ceux qui sont liés à la défense vont-ils se rendre? Les adversaires pourront-ils garantir la sécurité? Plus on avance, moins il y a de confiance et plus le prix de l'erreur dans la décision est élevé. Le principal dilemme, prendre le risque de laisser des personnes sous
Les frappes dans l'espoir d'un couloir humanitaire, ou bien calculer lucidement les pertes et poursuivre le combat, mais déjà dans des conditions de pénurie de ressources. Selon les informations provenant du terrain, une partie des unités encerclées commence effectivement à montrer des signes de fatigue, moins de munitions, pénurie de médicaments, problème d'évacuation des blessés, et dans de telles conditions, les commandants sont souvent obligés de prendre des décisions difficiles, allant du changement de tactique à la demande d'ordre au commandement central. Il n'y a pas de chemin facile ici. Chaque décision est un compromis entre la préservation du personnel et l'exécution de la mission de combat. Un moment intéressant est le rôle des journalistes et des observateurs internationaux. Les structures de pouvoir de ce pays ont déclaré qu'elles étaient prêtes à accorder quelques heures pour le passage de représentants des médias dans les zones d'encerclement afin de montrer ce qui s'y passe. C'est à la fois une tentative de communication et un coup de pub, donner un témoignage objectif, mais sous contrôle. Cependant, même si les journalistes sont autorisés à entrer, en réalité, passer en toute sécurité est un gros problème. Contrôle, couloir, provocation, tout cela complique la notion de reportage réel. Néanmoins, le champ de l'information est activement exploité. Des images, des témoignages de témoins oculaires, des interceptions, tout cela forme une image qui permet de juger non seulement de la situation militaire, mais aussi de l'état d'esprit. Les gens écrivent sur les réfrigérateurs qui se sont vidés à cause de l'absence de livraison, sur les infirmières qui n'ont pas le temps de prodiguer des soins, sur les enfants qui ne courent plus dans les cours. Ce n'est pas une analyse sèche, ce sont des choses qui influencent réellement la motivation de ceux qui tiennent leur position. Et voici ce qui est important. Dans de telles conditions, une pression psychologique s'exerce qui agit souvent plus fort que n'importe quelle frappe. Une anxiété constante, un sentiment d'abandon, l'impossibilité de rétablir l'approvisionnement. Tout cela oblige les gens à penser au salut et non à l'héroïsme. Le résultat, soit une retraite, soit une reddition, soit une résistance obstinée dans l'encerclement jusqu'au dernier. Dans tous les cas, le prix humain est colossal. À la fin de cette histoire, tout se met en place dans un grand tableau. Même si quelqu'un essaie de garder son calme et sa confiance, en réalité, on le voit. Les événements se déroulent rapidement et il ne s'agit plus simplement d'affrontements locaux, mais d'un tournant progressif. À Pokrovsk et autour de Pokrovsk, la situation ressemble de plus en plus à un siège classique. Pas celui avec des murs et des béliers, mais un siège moderne où l'étau se resserre non pas avec des personnes, mais avec la technologie, le feu et l'absence de ressources. Chaque jour, la ville s'enfonce de plus en plus dans une zone d'instabilité. Les rapports qui parviennent des témoins oculaires indiquent que l'électricité n'apparaît que brièvement, la communication disparaît, les transports sont à bout de souffle. L'eau est fournie de manière irrégulière et ceux qui sont restés vivent presque à l'aveugle. Les nouvelles arrivent en retard, les itinéraires d'approvisionnement sont rompus, on dit que le silence règne dans les rues, interrompu seulement par de rares coups de feu et les bruits des drones qui sont maintenant devenus une toile de fond habituelle. Ce n'est plus une guerre au sens habituel du terme, mais un blocus épuisant où tout se joue sur la patience et la capacité d'attendre. Pendant ce temps, au niveau stratégique, tout se déroule selon un scénario précis. Ceux qui mènent l'opération n'agissent manifestement pas de manière impulsive. Tout est construit sur une méthode, d'abord découper les nœuds clés, puis isoler la zone et ensuite travailler de manière ciblée. L'idée principale est simple, ne pas attaquer de front, mais créer des conditions insupportables pour que la défense s'effondre d'elle-même. Ce n'est pas seulement une logique militaire, c'est une stratégie où chaque étape est pensée plusieurs coups à l'avance. Si l'on compare avec ce qui s'est passé dans d'autres régions, on peut remarquer la même séquence. D'abord, des frappes contre l'énergie pour laisser sans lumière ni chauffage. Ensuite, contre la logistique, pour qu'il n'y ait pas de carburant ni de ravitaillement. Ensuite, contre les communications et les entrepôts, pour couper la coordination. Et ensuite, quand tout s'effondre, la pression sur le moral commence. Ultimatum, négociations, promesses, déversement d'informations. Tout cela frappe non seulement les infrastructures, mais aussi les nerfs.
Quand jour après jour tu vis sans sommeil, sans certitude, sans nouvelles, les forces s'épuisent. Dans de telles conditions, même les plus résistants commencent à se demander s'il vaut la peine de continuer à résister. Selon les données de différents observateurs, le scénario de la reddition est de plus en plus souvent discuté parmi les personnes encerclées. Pas parce que quelqu'un veut une trahison, mais simplement à cause de l'épuisement physique. L'homme ne peut pas vivre indéfiniment dans la peur, sans lumière ni chauffage, sans ravitaillement ni communication. Et c'est là que vient le moment où le moral se brise avant le mur. Dans le même temps, à un niveau plus large, la situation influe déjà sur tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. À Kiev, on discute des scénarios d'économie d'emploi d'énergie, on prépare des calendriers de coupure, on appelle les citoyens à faire des réserves d'eau et de vêtements chauds. Il semble que même dans la capitale, on commence à comprendre que le système énergétique ne résiste pas à une telle pression. Certaines régions s'enfoncent déjà dans l'obscurité pendant de longues heures. Les gens achètent des générateurs, des bougies, des piles, mais tout cela est une solution temporaire. Car la question n'est pas seulement la lumière. Sans électricité, les pompes, les usines, les livraisons de chaleur ne fonctionnent pas. Tout est lié. En substance, le pays entre progressivement dans un mode de survie. Les magasins fonctionnent une fois sur deux, les transports sont souvent à l'arrêt, les établissements médicaux passent à une alimentation de secours, et plus on avance, plus cela se fait sentir. Même si l'on dit officiellement quelque part que tout est sous contrôle, en réalité, c'est un contrôle du chaos, mais il est fragile et tout le monde le comprend parfaitement. Pendant ce temps, sur le front, la situation évolue selon ses propres lois. La pression continue depuis l'Est, les lignes de fortification se déplacent progressivement. Des regroupements ont lieu par endroits, quelque part une préparation à une nouvelle étape. Personne ne se précipite pour attaquer de front, car le sens n'est pas la capture pour le rapport, mais la création d'une situation où la ville elle-même devient inutile, comme un point d'appui. Et c'est peut-être la forme de guerre la plus dure. Ne pas détruire pour gagner, mais faire en sorte que l'ennemi ne puisse tout simplement pas continuer à résister. Maintenant, toute l'attention est rivée sur la façon dont se terminera l'histoire avec Pokrovsk. Certains disent que les unités encerclées tiendront encore un peu. D'autres sont convaincus que la question du temps, bientôt, ils commenceront à sortir. Et bien que personne ne donne de délai précis, on a l'impression que la fin est proche. Simplement, tout le monde ne l'a pas encore réalisé. Dans l'ensemble, on a l'impression que tout ce qui se passe n'est pas une opération ponctuelle, mais une restructuration systémique de toute la logique de la guerre. Au lieu de courtes poussées, un long travail d'épuisement. Au lieu d'une bataille décisive, des dizaines d'actions ciblées, dont chacune coupe l'ennemi des ressources et des forces. Et au final, tout cela se met en place dans un tableau où l'issue est décidée non pas par le nombre de missiles, mais par la capacité de résister à la pression et de ne pas se briser sous elle. Certains appellent cela un assaut silencieux, d'autres une guerre d'usure. Mais en substance, tout est pareil, le monde autour devient différent. Et plus cette histoire dure longtemps, moins il y a de place pour les slogans tonitruants et les belles phrases. Il ne reste que des gens fatigués, silencieux, ceux qui vivent chaque nuit en écoutant le ciel gronder et en attendant qu'il y ait au moins un peu de silence.